Je dois l'avouer, quand Mamadou m'a demandé d'intervenir à cette conférence, je n'avais pas lu le livre et je n'avais pas prêté attention aux documents de Serge. Et je lui ai demandé à Mamadou, mais dans quelle galère et quelle punition tu veux encore m'infliger? Parce que depuis 20 ans, effectivement, je regarde un peu ce nombrilisme très franco-français, cette manière de regarder l'Afrique, avec une espèce de condescendance profonde, avec un regard placé sur le spectre de sa culture personnelle, qui est une culture d'abord avant tout française, et ensuite on projette cette réalité-là vers d'autres en pensant que c'est le poids de la réalité. Or, je me rends compte depuis 20 ans, comme j'ai eu à le dire à un certain nombre de personnalités, il n'y aura pas plus spécialistes de l'Afrique que les peuples africains eux-mêmes pour comprendre connaître leur histoire et la préhender. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une perspective qui est totalement faussée à côté de la plaque. Et Serge, j'ai lu ce livre, je l'ai considéré comme une punition personnelle, mais j'accepte par respect, par amitié pour votre parcours. Et effectivement, j'ai vu qu'à la conclusion, vous avez écrit, effectivement, on aurait pu le marquer, c'est existant. Ou on aurait pu écrire, lettre de Serge à des amis que j'ai perdus. Lettre de Serge à mes anciens collaborateurs, à mes anciens partenaires de l'AFD, à qui j'ai envie de donner une leçon. Mais moi, en tant qu'Africain, il y a tellement d'approximations dans votre livre, tellement de propos convenus, tellement de jugements, sans aucune perspective réelle. D'abord, de considérer qu'on peut prendre l'exemple de 3 pays pour l'associer à 54 pays. L'Afrique, c'est 54 pays, ce n'est pas 3 pays. Et chacun de ces pays a sa diversité, a son approche. Par contre, des réalités profondes, la justesse de votre analyse, tout en étant éparse dans sa manière d'apporter un jugement, une perspective, ne rend en aucun cas cette réalité comme profondément propre à l'Afrique. Et dès la couverture, vous projetez un regard, une approche extrêmement et profondément dans cette culture totalement détraquée de la haute administration française. Comment peut-on associer l'Afrique à la banlieue française? C'est juste inapproprié. C'est transformer l'histoire. C'est se mentir à soi-même de ne pas considérer que ce qu'on appelle la banlieue française, il faut quand même voir son essence, les bases de sa création. Il s'agit, il y a 50, 60 ans, d'un certain nombre de personnes, notamment d'Afrique du Nord, après on va remonter à des facteurs qu'on a récupérés pour venir travailler dans des usines ici en France. Ils étaient sous-payés, n'avaient pas les mêmes conditions que leurs homologues français, ont fondé leur famille, et certains sont partis en retraite en n'ayant même pas les mêmes droits. Voilà l'origine de cette banlieue. Elle n'est pas autre. Des ghettos créés politiquement pour enrichir industriellement la France. Et si on va pousser le raisonnement plus loin, ce que vous appelez migration, c'est quelle perspective? Cette migration était effectivement une migration économique, besoin de la France. Mais cette migration économique est l'aboutissement d'un comportement vieux de 2 siècles, qui a commencé avec l'esclavage. Ce que vous tentez d'oublier dans votre livre, c'est que l'esclavage a vidé l'Afrique de ce continent qui a eu le moins grand développement démographique. Et vous le dites dans le livre, vous le dites en une ligne, que la démographie, à la période de l'esclavage, a retardé la croissance démographique de l'Afrique par rapport à l'Amérique et aux États-Unis. Donc il y a déjà un facteur. Ensuite, je vais me permettre de prendre certaines pages que j'ai soulignées comme des facteurs assez importants. Page
23. Et je me suis dit, à quel moment vous avez relu effectivement le livre, à ce moment-là. Vous dites, le succès économique africain provient aussi d'un autre élément que l'on tend à oublier, la stabilité macroéconomique retrouvée après les dérives des années 1970 et 1980. C'est paradoxalement lié à l'inverse de ce que l'on imagine souvent, au succès des fameux programmes d'ajustement structurel conduits sous le pilotage du Fonds monétaire international, FMI, de la Banque mondiale, comme le reconnaissait d'ailleurs l'ancien président sénégalais Abdou Diouf dans une récente interview à France Inter. Et juste la page suivante, vous dites, la page qui suit, le paragraphe, la ligne qui suit, ces programmes ont en revanche provoqué des désastres sociaux au cours des années 1980, entraînant en particulier un effondrement des services publics chargés de l'éducation et de la santé. Quel contraste! Comment peut-on détruire des programmes régaliens structurants d'une société, la santé, l'éducation, les services de base publics, comme l'a fait le FMI et la Banque mondiale, pour laquelle sans doute vous avez travaillé, été consultant, ou autre, et considérer que c'est un bienfait? C'est comme si demain, vous venez me sortir aujourd'hui, l'esclavage a été un bien pour l'Afrique. Et je vous dirais, quel bien? Si c'est pour l'Amérique et ses champs de canne à sucre, oui. Mais pour le développement économique du continent, non. Et cette phrase me permet de vous dire que l'Afrique n'aurait jamais dû, de quelque manière que ce soit, et l'Afrique démographique, avec la justesse des chiffres que vous donnez dans votre livre, et qui est réellement juste, et l'exposé que nous venons de recevoir, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, c'est juste le plus grand désastre que l'Afrique ait pu connaître après l'esclavage. Ensuite, vous dites, page 29, Boko Haram a prospéré sur la misère du nord du pays due à une densité de population exceptionnelle, une crise environnementale qui est liée dans les campagnes et à l'absence de perspectives et d'emploi pour les jeunes. Votre analyse est extrêmement fausse. Boko Haram, contrairement à ce que vous pensez, Boko Haram n'a qu'un seul fondement, le fondement idéologique. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui me confirmer que les dégâts que nous avons eus à une période ici en France, en Corse, sont liés à la pauvreté? Pensez-vous que les jeunes issus de l'immigration qui brûlent des voitures dans les banlieues, c'est lié à la pauvreté? Non. Elle est liée au regard que l'on porte sur la société et son environnement. Elle n'est en aucun cas liée à la pauvreté. Et je vous prends un exemple, parce que j'ai dit, je ne veux pas donner des exemples en termes de chiffres. Mais prenez le ratio. Boko Haram, c'est combien? 10 000 combattants. Le cas le plus extrême. 10 000. Quel est le ratio de la population nord du Nigeria? On a entre 80 et 120 millions. Le ratio et l'impact de cette population ne peut en aucun cas faire en sorte qu'on justifie la présence de Boko Haram par la moindre pauvreté. Boko Haram, il s'agit d'une idéologie tronquée. Il s'agit, deuxièmement, d'une destruction d'un certain nombre d'États africains que vous ne voulez pas voir ni accepter, financés par le Qatar et l'Arabie Saoudite, dans le cadre de leur conquête territoriale liée à leur croyance de cet islam radical dont vous avez parlé, d'un côté les wahhabites et de l'autre côté la tendance du Qatar. Et on troisième facteur, un facteur que l'on voit de plus en plus, sur lequel vous mettez le doigt avec justesse dans le livre, mais pour lequel vous délivrez ensuite des analyses fausses. Quand on détruit un État, quand on détruit une zone, on interdit à un État d'y rentrer.
qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit arriver l'après-vente, on voit arriver le grand banditisme, on voit arriver des gens qui exploitent les matières premières de cette zone et se créent leur propre environnement parallèle. Donc forcément, ils ne vont jamais accepter que l'institution régalienne vienne s'instaurer dans cette zone. Donc, en aucun cas, ça ne peut être lié à la pauvreté. Et l'exemple récent, le plus frappant que nous avons dans cette zone et dans cet élément, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons eu une rébellion en Côte d'Ivoire. La rébellion en Côte d'Ivoire s'est nourrie essentiellement de quoi? D'un État, dans le nord de la Côte d'Ivoire, en pillant essentiellement de la matière première qui a fini dans les banques du Burkina Faso. Ça a été ça le financement de la rébellion. Au Rwanda, on ne peut pas dire que le Rwanda soit quand même le plus grand, que le sous-sol du Rwanda regorge d'autant de coltan que celui de la RD Congo. Regardez le nombre de matières premières, regardez le nombre d'avions que nous avons. Je suis allé dans certaines zones de la RD Congo et du Rwanda. Il y a des pistes d'aéroport qui n'existent sur aucune carte, où atterrissent des cargos qui repartent ensuite en Belgique. Ils ne repartent ni au Cameroun, ni au Burundi, ils repartent en Belgique ou en Israël. Avec quelle matière? Très bien. Qui sert notamment dans les téléphones. Ensuite, je ne vais pas forcément faire l'ensemble des pages que j'ai pu souligner. Vous avez réduit, effectivement, parce que vous avez une extrême expérience, que certaines personnes le sachent. Serge a un très très bon passé au Niger, au Mali et aussi en Centrafrique, où il a travaillé. Et donc cette expérience peut nourrir profondément son regard. Mais quand on limite l'agriculture africaine, d'abord à une approche liée à l'occupation des terres, liée à l'irrigation, oui, c'est une problématique sahélienne. Et on a vu que derrière votre analyse, si on se projette beaucoup plus loin, on regarde le projet 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens que Issoufou Mamadou a tenté de mettre en place. Oui, l'irrigation est une vraie problématique. Mais est-ce que l'irrigation est réellement le frein à une véritable politique agraire telle que vous venez tous les deux de les définir et qu'on voit bien comme étant effectivement une certaine justesse? Non, elle n'est pas. Elle n'est pas pour trois raisons essentielles. Et on va revenir, et ce sera sans doute ma conclusion. Elle n'est pas pour trois raisons essentielles, qui est liée à une culture. Sans vouloir rejeter forcément la faute à un passé, l'Afrique doit se construire son avenir. Et se construire son avenir sur les bases des erreurs qu'elle a connues par le passé. Un, on n'a pas eu une vraie culture de l'industrialisation. Deux, on n'a pas eu une vraie culture de la territorialité. La territorialité, je vais en parler dans cette conclusion, consiste à comprendre son territoire et à répartir l'énergie économique potentielle de sa productivité sur l'ensemble de ce territoire. D'où, en résultante de cette erreur, la concentration urbaine que vous voyez. Et en quoi sont dues ces erreurs? Elles sont dues à la construction coloniale. Toutes nos villes, toute notre structure, toute notre architecture économique a été construite dans les années 50 dans l'exploitation à notre détriment de nos matières premières. Donc on a tracé les routes agricoles, on a mis les chemins de fer agricoles et on a construit nos ports pour lesquels jusqu'à aujourd'hui on maintient avec certains industriels un certain monopole qui est au demeurant scandaleux. À partir de cette construction, on a complètement déstructuré l'organisation de nos territoires. Se sont organisés, qui ont créé ce que vous venez de dire, ce drain urbain où on pense que la ville est la solution, mais en réalité c'est le début des problèmes, puisqu'on accumule des habitants, on n'a pas l'emploi qu'il faut pour ces habitants. Et redresser cet endroit aujourd'hui, il aurait fallu rompre
mais complètement rompre avec 3 structures. Les fameuses structures de coopération internationale, toute l'aide, toute la structure d'aide. Et aucun de vous n'est capable de me citer aujourd'hui une entreprise florissante qui s'est développée en Afrique sur la base de l'aide. Aucun de vous n'est capable de me dire, voilà des dirigeants africains à qui on a dit, on va construire votre pays, on va construire avec l'aide. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, l'État ne peut pas, n'a pas les capacités intellectuelles, financières pour s'assumer, et ni les hommes, puisqu'il y a une faillite des hommes en Afrique, une grosse faillite de la gouvernance. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans l'aide à la coopération? On a mis les populations de côté, on a commencé à alimenter l'État. Eh bien, c'est comme si, excusez-moi du terme, c'est comme si après le sevrage, on amenait le drogué dans un champ de coton blanc en Colombie pour lui dire respire la bonne air. C'est la même chose. C'est la même chose. Et là, on s'est totalement, on a créé une situation aujourd'hui, effectivement, où la gouvernance n'est pas adaptée à ces perspectives. Et qu'est-ce qu'on a créé d'autre? On a créé des gouvernants qui ne savent pas prendre leurs responsabilités. Au lieu qu'on nous fasse des discours sur la bonne gouvernance, des discours sur l'équilibre économique, je pense que l'aide à nos États aurait été de commencer par un recensement réel de la population. Comment voulez-vous que le schéma directeur de l'addition d'eau d'Abidjan soit encore le schéma directeur de 1960 alors que vous venez de démontrer que la croissance démographique est de 7,6%? Ce n'est pas possible. Et c'est valable en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. On me parle d'électrification. Mais l'électrification a un coût, même dans l'électrification rurale. Et quand vous allez dans nos zones rurales, vous voyez bien que la densité de la population ne permet pas d'amortir le coût d'investissement et qu'on se retrouve avec des transports qui créent une déperdition, par exemple, de cette énergie. Ça veut dire que pratiquement aujourd'hui, si on devait amener l'énergie en zone rurale, on perdrait plus de 70% de la production investie. C'est une réalité, mais que personne n'ose dire. Donc ce sont l'ensemble de ces éléments, ce sont l'ensemble de ces facteurs qu'on retrouve et que vous retrouverez dans le livre de Serge, où le contenu est extrêmement juste, le titre complètement à côté de la plaque, et aucun diagnostic de perspective et d'avenir posé. Alors je me suis dit à la fin de ce livre, en réalité, j'ai compris que Serge n'a pas voulu parler aux Africains, il a voulu parler à ses amis français, leur donner une leçon sur la déconstruction qu'ils ont eue du travail qu'ils ont fait ensemble, puisqu'il a collaboré avec eux pendant plusieurs années. Et subitement, je me suis dit, comment est-ce que j'apprends le prochain livre au Serge après ce discours? Nous apportera le prochain. Merci.